Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Alice Marchand et je suis magnétiseuse, guérisseuse, curothérapeute et médium. J'espère que vous allez tous bien. Chômage, famine, coupure énergétique aléatoire, hausse des prix dans tous les domaines, économie au ralenti, voire à l'arrêt, on ne sait plus à quelle annonce catastrophique se vouer. La pénurie s'invite dans notre quotidien perpétuellement. Mais à quoi est-ce que cela est dû? On regarde ça tout de suite. Depuis quelques mois, certains diraient années, voire décennies, un mot qu'on a longtemps cru obsolète, en tout cas dans le premier monde, a refait surface avec vigueur dans l'actualité des pays dits développés, celui de pénurie. À chaque jour, sa nouvelle pénurie. Cela s'apparente presque à une chasse au trésor pour les 39 millions d'automobilistes, la recherche d'une station-service ouverte. Des rayons clairsemés. Dans certains supermarchés, l'huile de tournesol est devenue une denrée rare. Pénurie de céréales, pénurie de pâtes, pénurie de chocolat, pénurie de moutarde, pénurie de papier de toilette, pénurie de papier tout court, mais pas de carton, merci les livraisons instantanées, mais aussi pénurie de semi-conducteurs, pénurie de conteneurs maritimes ou même de munitions. En attendant, les pénuries de métaux, de terres rares, comme leur nom l'indique, de terres cultivables, de pollinisateurs, d'essence, d'énergie, d'eau. The average annual rainfall hit another low. Rivers in major cities around the world are revealing dried up riverbeds, and sea levels are falling, posing challenges for desalination plants. The World Water Resource Council predicts the world's water will be reduced by 40% in the next 10 years. Et qui sait un jour d'air respirable. Je ne vais pas vous dire que tout va bien si ce n'est pas le cas. L'année 2023 sera difficile. Il faut vous y préparer de votre mieux, surtout lors des 3 prochains mois à cause du froid qui s'ajoute à tout ce que nous supportons déjà. À cause des sanctions contre la Russie, nous risquons de manquer de diesel. C'est un élément important de notre économie et on voit tout de suite pourquoi. Aujourd'hui, on va parler de la pénurie en carburant qui vient et qui a été annoncée par plusieurs chefs d'État
comme le Premier ministre néerlandais Mark Rutte, et plus précisément, il s'agit de la pénurie en diesel. Et comme toujours, on va faire un travail sérieux et commencer par des chiffres officiels. Alors en France, on consomme 25% d'essence et 75% de diesel. Pour la production d'essence, nous sommes globalement autosuffisants, mais par contre, nous devons importer 51% du diesel qu'on consomme. Donc une grosse partie du diesel qu'on consomme est produite par exemple aux Pays-Bas, dont les raffineries sont spécialisées pour traiter le pétrole assez lourd de Russie pour en faire un excellent diesel. Mais voilà, comme vous le savez, on a mis quelques sanctions à la Russie au moment où je fais cette vidéo. Donc on a plus trop accès, on va dire, au pétrole russe. Et nous ne sommes pas les seuls au monde à avoir besoin de diesel. Alors beaucoup de personnes pensent que le pétrole russe va pouvoir être facilement vendu à la Chine ou à l'Inde, qui vont nous le revendre avec une belle marge. Alors à terme, oui. Mais pour le court terme, non. Car leurs raffineries ne sont pas bâties pour le pétrole russe. Il faut savoir que le pétrole russe, américain, d'Arabie Saoudite ou du Venezuela, et j'en passe, n'ont pas la même texture et qualité. Ainsi, une raffinerie doit se spécialiser dans un type de pétrole. Et si vous avez choisi, comme les Pays-Bas, de vous spécialiser dans le traitement du pétrole russe, eh bien vous ne pourrez pas passer du jour au lendemain au pétrole du Venezuela ou d'Arabie, car ce n'est pas la même qualité. Donc vos protocoles et vos machines ne sont pas calibrés et bâtis pour ces types de pétrole. Donc concrètement, le pétrole russe ne peut être traité partout. C'est pourquoi la Russie vend son pétrole au rabais, du type 30% moins cher que le marché, car le pétrole russe n'est pas adapté aux raffineries chinoises ou indiennes. Alors une partie de leurs raffineries peuvent traiter le pétrole russe, mais pas toutes. Et là, tout d'un coup, ils reçoivent une plus forte quantité de pétrole russe. Donc oui, les alliés de la Russie sont en train d'augmenter leur capacité de traitement du pétrole russe pour nous le revendre ensuite à bon prix, mais cela prend du temps. Et pendant ce temps, le monde manque de pétrole pour produire du diesel. C'est pourquoi on va vers une pénurie de diesel qui va durer très longtemps, jusqu'à ce que les pays alliés de la Russie aient pu adapter leur raffinerie au pétrole russe. Et on ne parle pas en semaines, ni en mois, mais on parle en années. Bref, la pénurie de diesel est annoncée et va bientôt se faire sentir. Deuxième vague Covid et peut-être retour du masque obligatoire. Mais on passe laisser faire, on lance une initiative extrêmement concrète. Je vous explique tout ça dans quelques secondes. Oui, on a l'habitude, 6e, 7e, 8e, 9e vague, etc. Et là, ils mettent une agressivité particulière. Pourquoi ? Le contexte. Des gens énervés par ce qu'ils apprennent sur les coupures d'électricité, les écoles fermées, etc. Voire un confinement énergétique, un passe carbone, sont un peu énervés. Avec l'inflation et la guerre aussi, on le comprend. Les Français s'énervent et ils ont bien raison. Il faudrait peut-être les museler, les remuseler un coup, leur refaire peur un coup, réactiver les réflexes de soumission. Bien sûr, l'objectif, bien sûr, le contexte. On y revient, je vous explique tout ça dans un instant, avec également augmentation de la pression vaccinolâtre contre la liberté que nous défendons. Bien évidemment, et je crois que ça ne passera pas cette fois-ci. Comme ça fait des mois que ça a du mal à passer quand même. Mais cette fois-ci, nous lançons l'offensive, notamment sur la possibilité du masque obligatoire. Vous notez déjà ce site, je ne porterai plus le masque.fr. Je ne porterai plus le masque.fr. Nous lançons ce site. Aujourd'hui, ça va être un outil puissant. J'y reviens dans quelques instants, bien évidemment. Alors, 9e vague, bah oui, ils font peur. Vous avez les Échos, article du 30 novembre. Face au spectre d'une 9e vague, Elisabeth Borne tire la sonnette d'alarme. Vous avez 20 minutes, ce 2 décembre. Le rebond épidémique est là et ce n'est pas rassurant. Vous avez l'Obs, ce 2 décembre. La 9e vague frappe de plein fouet. Donc, vous voyez comment le champ de vocabulaire, le champ sémantique est sur la peur. Alors, en une semaine, on nous dit il y a plus 21% de tests positifs. Il y a un taux d'incidence qui a augmenté en une semaine de 38%, etc. Et ce 2 décembre, Santé publique France a sorti un communiqué. Le titre, Covid, grippe, bronchiolite.
une triple épidémie inédite. On est maintenant toujours dans l'ère de l'inédit, quoi qu'il se passe. Alerte Santé publique France, nous dit l'agence France Presse. Alors en cause le relâchement, bien sûr, comme des gamins, et un nouveau sous-variant. Alors le sous-variant est expliqué par un article par exemple de BFM TV ce 30 novembre, le titre Covid-19, un sous-variant plus contagieux, son petit nom, le BQ.1.1. Derrière la poussée actuelle de l'épidémie, nous dit BFM. Et ils interviewent pour cela Brigitte Autran, qui a remplacé le professeur Delfrécy, qui est la présidente du COVARS, qui est le remplaçant du conseil scientifique. Donc Brigitte Autran, je vous avais fait une vidéo sur elle il y a quelques mois, vous irez voir si vous n'avez pas vu sur cette chaîne. Elle nous dit là sur BFM, je cite, « La tendance n'est pas bonne, elle est à la hausse. On ne sait pas encore si ce sous-variant est plus méchant. » Et elle dit, il y a une poussée de ce sous-variant dans le monde entier. Donc, en partant de ce constat, grosse pression pour de nouvelles restrictions de liberté, alors même que nous avons au même moment un aveu stupéfiant d'Anthony Fauci aux États-Unis, le chef de la santé pour quelques jours encore, parce qu'il va démissionner. Je reviens sur cet aveu dans quelques instants. Alors, poussé vers la vaccination Covid contre la liberté qu'on défend, vous avez en ce sens le ministre de la Santé François Braun le 25 novembre sur BFM TV, je cite, « Nous allons mettre en danger notre système de santé si les gens ne se vaccinent pas. » Culpabilisation. C'est pas lui qui les met en danger en fermant des lits, en refusant de réintégrer les suspendus. Non, ça c'est pas lui qui met en danger, c'est vous, c'est nous. À mettre en lien, bien sûr, avec ces révélations faites par le Canard enchaîné dans son édition du 23 novembre, qui nous apprend que 38 millions de nouvelles doses de Pfizer et Moderna arrivent en France d'ici le 31 décembre. Donc il faut bien les écouler. C'est intéressant quand même à savoir. Alors dès l'article de la Croix nous le dit, dès le 18 octobre, dès l'ouverture en fait, le jour de lancement de la campagne de vaccination de la grippe, Braun disait qu'il plaidait pour la co-vaccination. Je cite, recevoir 2 injections simultanément pour un hiver plus serein. C'est beau comme une publicité. Voilà. D'abord, pardon, on n'est pas en train d'annoncer aux Français qu'il y aura des coupures. Il pourrait y avoir des situations de tension sur la ligne électrique et que comme il était exclu qu'on prenne le risque d'un blackout, dans ce cas-là, on prépare au niveau gouvernemental, avec les agences d'État, avec les opérateurs, avec les préfets, les entreprises, les Français, tous les scénarios pour faire face à toutes les situations. L'objectif demandé au préfet est de réduire la consommation d'électricité à 38% de la normale, tout en maintenant les services essentiels comme les hôpitaux ou les services de secours qui resteront joignables via le numéro européen d'urgence 112. La dizaine de milliers de sites mobiles ne sera pas priorisée. Si les délestages se multiplient, on ne sait pas en fait comment comportera le réseau. Ce n'est plus un cas d'école à étudier, c'est une éventualité qui commence à ressembler à une certitude. La France pourrait bien connaître des coupures d'électricité, des délestages cet hiver. Les modalités pratiques de ces délestages éventuels et les différents scénarios sont d'ores et déjà décrits par le menu dans un grand nombre de médias. Aux médias, nous avons voulu poser une question et nous la poser en même temps. Comment en sommes-nous arrivés là ? Comment un pays riche, considéré comme la 6e puissance au monde, en vient-il à imaginer des scénarios catastrophes, voire des blackouts électriques? Sommes-nous en face d'un phénomène conjoncturel lié à la guerre en Ukraine ou d'une lente dégradation de notre système électrique? Que faire désormais et comment reprendre le dessus? Aurons-nous du chauffage et des ampoules qui fonctionnent cet hiver? Pour en parler, j'ai convié notre amie Anne de Bréjas, ingénieure de recherche à EDF, spécialiste de l'économie des systèmes électriques et porte-parole de Sud Énergie. Bonjour Anne. Bonjour. Alors la première question qui m'est venue à l'esprit quand j'ai entendu parler du risque de coupure d'électricité cet hiver, c'est est-ce qu'il s'agit d'un phénomène conjoncturel ou structurel? En gros, est-ce que c'est de la faute uniquement à la guerre en Ukraine?
Alors je dirais plutôt conjoncturel, même si on va à terme vers une situation plus tendue, mais pas tellement à cause de la guerre en Ukraine, c'est plutôt lié à l'état du parc nucléaire français. Il y a beaucoup de centrales nucléaires qui sont à l'arrêt pour divers problèmes et en grande partie pour un problème de défaut générique qu'on a trouvé, qui est lié à un problème de conception des centrales et dont on s'est aperçu l'année dernière, hein, c'est le problème de corrosion sous contrainte, auxquels se sont rajoutés d'autres problèmes, un parc vieillissant qui était déjà en décroissance, des grèves aussi qui sont arrivées récemment, même si c'est un petit problème, des restes encore de la désorganisation de la maintenance liée au Covid, plus l'hydroélectricité qui était assez faible pendant un certain temps parce qu'il n'y a pas beaucoup d'eau. Et effectivement, s'ajoute à ça des risques éventuellement d'approvisionnement en gaz, mais honnêtement, ce n'est pas ça qui prime. Le vrai problème qu'on a aujourd'hui, pas pour les prix, mais pour la question des risques de coupure, c'est plutôt l'état du parc nucléaire. Carbone, passe énergétique. C'était une théorie du complot il y a encore 6 mois. Hein. Ça fait maintenant toute une soirée sur BFM TV. Mais là, il y a une offensive générale après un premier ballon d'essai. J'avais fait une vidéo à l'époque, fin août, je vais y revenir. Là, il y a l'offensive générale, avec sondage, avec des banques qui commencent à le mettre en place, etc. Et évidemment, toute cette propagande médiatique, je vous en parle. Je vous explique aussi de ne pas se laisser culpabiliser sur le discours écologique. Ça n'est pas la vraie écologie. C'est un moyen de contrôler les masses et de ne rien changer à leur monde, à eux, qui les arrange, eux. Hein, qui est particulièrement pollueur d'ailleurs, injuste, inégalitaire. Bref, il n'y a que des défauts dans ce système. C'est un système mondialiste dans la continuité du Covid. Nous allons y revenir. Nous allons surtout étudier cette offensive médiatique, politique, des députés aussi macronistes qui s'y mettent, voir comment la déjouer, voir ensemble comment la déjouer. Alors, le pass carbone ou pass énergétique, c'est la même chose. Hein. La grande offensive... C'est fou parce que vous retrouvez des articles qui disaient il y a quelques mois, mais tout ça c'est complotiste, comme le pass sanitaire au départ était complotiste, souvenez-vous. Hein. Offensive générale, après un ballon d'essai quand même déjà cet été, vous avez un grand article du Parisien qui était sorti le 26 août dernier, qui est toujours en ligne sur ce qu'ils appelaient la carte carbone. J'avais d'ailleurs fait des vidéos déjà pour prévenir et alerter à l'époque en disant on va en entendre parler plus tard. Et ben hop, ça n'a pas loupé, évidemment. Alors pourquoi il y a une offensive? D'abord médiatique. Quasiment une journée sur le permis carbone sur BFM TV ce 14 novembre avec cet article qui sort, je cite, « Réchauffement climatique, le permis carbone, une solution pour limiter nos émissions de CO2 ?» Avec écrit dans cet article, je cite, « Avec ce système, à chaque fois que vous achetez un bien ou un service, ce qu'il pèse en émissions de gaz à effet de serre sera décompté de votre quota. » Donc, si vous achetez un bien ou un service, par exemple, vous prenez l'avion, etc., non seulement vous payez en euros, mais à côté de ça, on vous dit, voilà, il vous reste, vous utilisez tant de quotas de gaz à effet de serre, il vous en reste tant. Et quand vous arrivez à zéro, vous n'avez plus le droit de faire d'achat. Sauf si vous avez de l'argent. Et ça, on va y revenir. C'est aussi un système très inégalitaire. Je cite toujours l'article de BFM TV. Et si dans un futur proche, vous ne payez pas seulement en euros. Lors de votre passage en caisse, en plus du prix affiché, le coût écologique de votre achat serait décompté de votre compte avec une limite à ne pas dépasser dans l'année. BFM TV, on a même fait de ce permis carbone le cœur, disent-ils, de son docu-fiction qui a été diffusée le 14 novembre au soir. Alors, BFM dit que c'est un système qui a été, je cite, pensé par des chercheurs anglo-saxons dès les années 90, ce que je vous avais révélé d'ailleurs dans la vidéo de fin août. Si vous avez retrouvé les origines, c'est effectivement ça, c'est vrai. C'était dans les tuyaux, mais là, la guerre d'Ukraine leur permet d'accélérer leur projet. Je cite toujours l'article « Face à l'urgence climatique, le concept se diffuse. Des économistes, des militants écologistes, des ONG et même des élus proposent désormais de mettre en place ce quota carbone individuel ou compte carbone. » Messieurs les députés, en responsabilité, nous donnerons un budget à la France. Un budget qui correspond à nos engagements. Avec mon gouvernement, nous restons déterminés. Je vous remercie. Donc l'Assemblée nationale
prend acte de l'engagement de la responsabilité du gouvernement conformément aux dispositions de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution. Le texte sur lequel la Première ministre engage la responsabilité du gouvernement sera inséré en annexe au compte-rendu de la présente séance. En application de l'article 155 alinéa 1er du règlement, le débat sur ce texte est immédiatement suspendu. Ce texte sera considéré comme adopté, sauf si une motion de censure déposée avant demain 15h05 est votée dans les conditions prévues à l'article 49 de la Constitution. Dans l'hypothèse où une motion de censure serait déposée, la conférence des présidents fixera la date et les modalités de sa discussion. La séance est suspendue.